Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Kayamb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'exorcisme d'Emily Rose qui rentre en numéro 6 de notre classement des 8 histoires vraies qui ont inspiré les films d'horreur. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va saigner. Comme je vous le disais, donc on va parler de Anne-Liese Michel. Anne-Liese Michel, c'est qui? C'est celle qui a inspiré Emily Rose dans le film L'Exorcisme. Cette jeune femme elle est née le 21 septembre 1952 à Leipzig en Allemagne. Désolé pour l'accent, franchement c'est laborieux. Donc elle est née en Allemagne au sein d'une famille très pieuse. Son père Joseph travaillait dans une scierie, mais auparavant il avait envisagé d'entrer dans les ordres et trois de ses tantes étaient religieuses. Anna, sa mère, était une femme au foyer, elle se consacrait à l'éducation d'Agnès et de ses trois sœurs. Quelques années avant la naissance d'Agnès, en 1948, sa mère avait donné naissance à une petite fille, mais illégitime. Martha, cette petite sœur s'appelait Martha. Et la naissance avait été perçue comme un déshonneur par les membres de la famille qui l'avaient forcé à porter un voile noir le jour de son mariage. Malheureusement, suite à des complications d'une opération des reins, d'une tumeur au rein que Martha avait, cette petite est décédée à l'âge de 8 ans et son décès avait été interprété comme une punition divine par sa mère. Voilà. Et depuis sa plus tendre enfance, Agnès avait été élevée dans la plus grande des piétés et la disparition de sa sœur avait encore accentué ce phénomène. Et sa mère espérait que les prières d'Agnès sauveraient son âme pécheresse. Alors, comme elle était une enfant sensible et profondément bienveillante, la fillette fait exactement ce que ses parents attendaient d'elle, quoi. Et c'est durant son enfance que Agnès tombe gravement malade. Puis envoyée directement dans un hôpital, l'hôpital de Mittelberg, un sanatorium destiné aux personnes souffrant de la tuberculose. Et au cours de son séjour dans l'établissement, elle passe des jours et des nuits à prier, cherchant à renforcer sa relation spirituelle avec Dieu. Et une fois guérie, la petite rentre chez elle et commence à fréquenter l'école secondaire. Et la vie s'écoulait paisiblement quand tout à coup, en fait, elle commençait à avoir des difficultés à parler et à marcher, se tenant souvent aux tables, aux chaises, etc. et à tout ce qui pouvait supporter son poids. Et en fin de compte, c'est un soir que la famille était à table, les mains d'Agnès semblèrent grandir démesurément, faisant presque deux fois leur taille normale. Quand la fillette s'aperçut du phénomène, elle pensait à une punition divine, et soudain elle s'écrie que voilà, elle a les mains noires, sauveur, pardonnez-moi. Souvent, elle semblait triste, dépressive, sans que personne ne sache pourquoi. Et à cette même époque, elle commença à avoir d'étranges apparitions qui la terrifièrent. Et voilà, je vois des visages du diable sur les murs, ils ont 7 couronnes et 7 cornes. Voilà ce qu'elle disait, quoi. Et peu de temps après, une force invisible commençait à s'en prendre à elle, la faisant voler dans les airs et la projetant sur le sol. Comme la fillette était assez malmenée, elle se relevait aussi vite qu'elle le pouvait, mais la chose la repoussait encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se lasse de ce jeu cruel, en fait. Et dès qu'elle commençait à prier, récitant un Je vous salue Marie, elle se retrouvait à terre et la force l'empêchait de bouger. Et du coup, la petite fille ne pouvait pas se préparer à ces chutes qui se produisaient à n'importe quel moment de la journée et la blessait souvent au visage ou à la tête. Quand elle les voyait, Agnès voler dans la pièce, sa mère s'empressait d'étaler autant d'oreillers qu'elle pouvait. Et du coup, sa mère, voilà, prenait des couettes, etc. pour la protéger. Et souvent, en fait, la fillette atterrissait sur le plancher. Et ces tourments n'érodiaient en rien la foi d'Agnès, pas plus qu'elle n'était née l'amour incommensurable et la compassion qu'elle ressentait pour les autres. Et c'est ainsi qu'en 1960, ouais, 1960, elle décida de dormir sur le sol de pierre afin d'expier les péchés des toxicomanes qu'elle voyait parfois assoupis sur le carrelage glacé d'une station de train. Et elle continua de faire ça pendant 3 ans. Et c'est donc en 1968 que Agnès était au lycée. Elle avait donc 16 ans à peine. Et lorsqu'elle commence à souffrir de sérieuses convulsions lors de ses crises, etc., qui étaient
particulièrement éprouvante. La jeune fille perdait sa voix et elle se retrouvait incapable d'appeler à l'aide. L'année suivante, un neurologue de la clinique psychiatrique la diagnostiqua épileptique et elle fut internée afin de recevoir les traitements adéquats. Mais malheureusement, tous les médicaments qui lui ont été prescrits restent sans effet sur ses troubles et constate que rien ni personne ne pouvait lui venir en aide. Et Agnès s'efforça peu à peu de tomber dans la dépression parce qu'elle voyait que ça ne marchait pas. Et lors de ses de ses prières quotidiennes, elle voyait des visages démoniaques, grimaçant, et elle entendait des voix qui la suivaient. Voilà, c'était vraiment. La jeune fille tenta donc de parler au médecin pour lui dire ce qui se passait, et elle ne parvient pas à soulager la douleur et la pensée qu'elle était peut-être possédée. Ça commençait à s'insinuer dans son esprit. Agnès resta internée pendant 1 an, sans aucune amélioration de son état, et à sa sortie, elle termina ses études secondaires, puis elle voulait devenir professeure. Donc elle intègre l'université, ses camarades la décrivent comme une jeune fille réservée, très pieuse, et sa mère disait d'elle qu'elle aimait la vie, qu'elle était une fille intelligente et que ses professeurs la complimentaient toujours. Donc vraiment, c'était vraiment une fille sur qui voilà, on pouvait compter, elle travaillait bien à l'école, voilà, rien de plus. Et donc c'est en juin 1970, malgré les différents traitements, qu'Agnès était toujours victime de violentes convulsions et des visages diaboliques lui apparaissaient plusieurs fois par jour. Elle entendait toujours des voix, lui promettaient de brûler en enfer. La jeune femme, elle avait peur, elle craignait les crucifix et les objets religieux. Et donc elle était persuadée d'être possédée et elle avait la certitude que la médecine ne pouvait rien pour elle. Et c'est donc en 1973 que les parents d'Agnès demandent à différents prêtres d'exorciser leur fille, mais elle ne présentait que peu de signes formels d'une possession en fin de compte. Comprendre une langue étrangère sans la connaître, découvrir des choses éloignées ou secrètes, fait comme preuve d'une force inexplicable. Montrer une répulsion pour les choses saintes, etc. Pour eux, c'était conseillère de continuer à lui donner des médicaments, pense qu'il souffrirait qu'il suffirait à la guérir. Et c'est espérant qu'ils découvrirent que, à la cause de ces tourments, l'un des prêtres, le père Arnold Renz, envoya la jeune femme consulter de nombreux médecins et tout autant de psychiatres sans succès. Après, un nouveau traitement fut prescrit à Agnès, qui commençait à avoir des idées suicidaires, le Tegretol, un anti-épileptique, stabilisateur de l'humeur, sans qu'aucune amélioration ne soit constatée, bien au contraire. C'est en 1974 que le père Renz examine Agnès et une nouvelle fois constate que son état de santé s'était encore aggravé. Il accepte donc de pratiquer un exorcisme sur elle, il accepte malgré les réticences qu'il pouvait avoir. Avant de procéder au rituel, il devait demander l'autorisation à son évêque, qui lui refusa, mais devant le désespoir de la jeune femme, en fait, et celui de ses parents, le prêtre finit par céder et il décide de tenter malgré tout. Et c'est le jour de l'exorcisme que le père Renz ordonna mentalement au démon de sortir du corps de la possédée, mais aussitôt Agnès devint comme une folle et se jette sauvagement sur lui. Et elle lui arrache son chapelet, elle le détruit, notamment aucun démon n'aurait dû être capable de toucher ces objets, car seuls les plus puissants d'entre eux osent s'approcher des symboles religieux. Voilà, après c'est... Et les crises d'Agnès, en fait, se fit alors plus violentes. Toute la journée, elle hurlait, elle brisait des crucifix, détruisait les représentations du Christ et se mutilait. Elle ne parvenait plus à prier et se montrait agressive, alors qu'à la base, cette jeune fille priait tous les jours. Elle insultait les membres de sa famille alors que c'était pas quelqu'un comme ça. Elle avait énormément de respect. Elle allait même jusqu'à les battre ou à les mordre. Elle était dépassée par la situation et le père Renz invita alors le père Ernest à le seconder. Et les deux hommes se livrent tous les deux à un certain nombre d'exorcismes sans plus de résultats en fin de compte. Mais ils proposent donc alors à d'autres prêtres de se joindre à eux. Puis quand il leur était d'aucune aide, ils leur demandent de les laisser continuer seuls. Et pour le père Alt, Agnès ne ressemblait à rien, à une épileptique, etc. Persuadé que la jeune femme souffrait de possession démoniaque, il exhorta l'évêque de leur permettre de pratiquer un exorcisme. Et en septembre de la même année, monsieur Joseph Stengel
accorda au père Renz la permission d'exorciser Agnès selon le rituel romain de 1614. Cette autorisation était particulièrement importante car elle renforçait la puissance du rituel. Voilà. Et c'est donc désespérément par l'état de leur fille, les parents d'Agnès, qui tentent depuis des années de trouver un traitement médical, arrêtent leurs recherches et mettent en place les désespoirs des deux prêtres. Et voilà, et donc après tout cela, vu que rien ne marchait, les prêtres ils ont fait des exorcismes, ils n'ont pas arrêté, cela ne marchait pas. Ils sont persuadés que sa fille était possédée. Jamais Anna Michel ne regretta son choix. Pour elle, il n'y avait rien d'autre à faire. Et en 2007, elle explique que l'entité démoniaque se trouvait chez elle et qu'elle se manifestait régulièrement parfois. Il se passait des semaines ou même des mois sans incident, puis brusquement quelque chose se produisait, comme pour lui prouver qu'il était toujours là. Puis c'est en 2013 qu'un incendie éclate dans la maison où Agnès avait vécu et la police locale affirma qu'il s'agissait d'un incendie criminel probablement lié à l'affaire. Voilà, je vous ai pas tout raconté parce que sinon on en a pour, je pense, énormément de temps, bien plus que la vidéo actuelle. J'ai fait vraiment en gros. Après, si vous voulez vraiment plus d'informations, je vous invite à chercher dans les manuels, dans les bibliothèques, sur des vidéos qui ont été postées sur cette affaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse et retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Kayam. Je vous dis à très bientôt, mes petits Kayam. Allez, gros bisous à vous et à bientôt à la prochaine. Faites attention à vous.